Bonjour tout le monde, je m'appelle Emna Achour et je serai votre animatrice pour cette fabuleuse discussion en direct. Au cours de la prochaine heure et quart, on va tenter ensemble d'identifier comment les médias du sport, de l'activité physique et du plein air pourraient être envisagés comme des leviers de transformation sociale en faveur de l'avancement féminin. Pour y arriver, je suis très bien entourée aujourd'hui. Je vous présente mes acolytes. D'abord, j'ai à mes côtés Florence Agathe Dubé-Moreau. Bonjour Florence. Bonjour Emma. Alors, dans ton essai Hors-jeu, qui est une chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport, de sport professionnel, créée à partir d'une posture d'exception, celle de partenaire d'un joueur célèbre et d'intellectuel engagé, parachuté sur un terrain de football à Kansas City, tu déconstruis un à un les mythes entourant les femmes dans l'industrie sportive en général. Mais comme un essai de Florence Agathe, c'est pas assez, on en veut plus. Florence Agathe, t'es dans l'écriture de ton deuxième essai. Très contente de t'avoir parmi nous. Merci d'être là. Merci. Mon deuxième invité, oh là là, alors, il est chercheur. Il a réalisé une thèse de doctorat sur le sujet et que nous aborderons aujourd'hui, bien sûr, les médias sportifs. Il poursuit ses travaux au laboratoire ProFems, un laboratoire de recherche dédié à la progression des femmes plus dans les sports au Québec. La mission du lab, c'est de faire progresser l'égalité entre femmes et hommes, n'est-ce pas? Et cette année, juste comme ça, il a reçu un honneur qui confirme son engagement, son travail et son rayonnement. Il a été nommé la personne professionnelle de recherche de l'année de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Lou Saint-Pierre. Merci d'être avec nous. Allô? Allô! Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, Lou, Florence Agathe et moi, on n'en est pas à notre premier barbecue, n'est-ce pas? On a eu la chance de partager la scène ensemble lors du grand rassemblement de La Lancée en 2024. Et ma parole, comme le dirait Pierrot de RDS, là, j'essaie de faire des liens avec les médias sportifs. C'était vraiment magique comme discussion. Très heureuse de reproduire l'expérience avec vous. Puis La Lancée, c'est quoi? C'est une stratégie sociale de M361, une organisation qui travaille à l'amélioration de la qualité de vie des Québécoises et Québécois. Avant de poursuivre, la gang, tu voulais-tu plugger quelque chose? Je veux juste dire aux gens qu'on va avoir une période de questions. À la fin, Lou, je te voyais, t'étais prêt, là, t'étais là. J'aimerais vous préciser, chers auditeurs, que c'est ça, on aura une période de questions à la fin de la discussion. Fait que n'hésitez pas, là, si ça vous pogne pendant cette discussion en direct, écrivez vos questions dans la section Q&R, puis on va pouvoir les lire à la fin de cette discussion en direct. Voilà. Lou, je te laisse la parole. Là. Écoute, moi, j'ai l'immense honneur de vous présenter Emna Achour, oui, parce que quand même, elle mérite de grandes présentations. Tu as été journaliste sportive pendant 10 ans. J'ai fait ça, moi. Tu as été, pendant 5 ans, associée aux activités de la Ligue nationale de hockey. Tu as couvert le Canadien de Montréal. Pris une petite pause après ça, quand même, ça fait du bien. Et tu es revenue en force en tant qu'humoriste, chroniqueuse et surtout, pas surtout, mais aussi co-animatrice de 2 super podcasts. Là, abonnez-vous, tout de suite, vous sortez l'application. Les ficelles et Farouche. Oui. Donc, un grand plaisir de te retrouver, Emna. Et j'ai envie de te dire, la première question va être pour toi, l'animatrice. Mais aussi l'ancienne journaliste sportive, il va sans dire. Donc, tu sais, tu regardes ton chemin parcouru, je sais que tu es encore très à jour en sport, là, c'était ton rêve, là, je veux pas, quand tu étais petite et tout ça. Depuis ta réorientation de carrière, est-ce que tu trouves que les médias sont davantage maintenant des leviers pour les femmes? Bon, alors, moi, je commencerai par dire que j'ai pas quitté les médias sportifs pour rien. Je les ai pas quittés juste parce que j'étais tannée. Je les ai quittés parce qu'il y avait un gros manque de représentation, puis j'en avais quand même marre d'être la schtroumpfette, n'est-ce pas? Est-ce que si j'avais su qu'il y aurait les Roses de Montréal et la Victoire de Montréal 7 ans plus tard, est-ce que j'aurais quitté? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Peut-être que ça m'aurait motivée à rester un peu plus longtemps, mais tu sais, j'étais dans les médias, mais dans les sports plus masculins, le hockey, le tennis, le soccer, de la MLS et tout ça, fait que est-ce que les médias plus traditionnels, mainstream, là, comme je les appelle, est-ce qu'ils se sont améliorés depuis que j'ai quitté en 2018? Malheureusement, je pense pas. Moi, je me suis tournée plus vers les médias alternatifs. Je pense qu'on va en parler dans la discussion d'aujourd'hui aussi beaucoup. Les réseaux sociaux, les podcasts, comme tu le disais, Lou, tu sais, parce que quand on nous fait pas de place autour de la table, qu'est-ce qu'on fait? On amène sa propre chaise. Puis quand on est autour de la table avec notre propre chaise puis qu'on n'aime pas plus qu'est-ce qu'on nous présente, on bâtit sa propre table. Fait que je pense que c'est un peu moi ça que je fais moi-même. Oui, vous aimez ça, hein? J'adore l'image. J'adore. Mais d'ailleurs, là, j'aimerais ça prendre une seconde pour
inviter les gens à écouter votre épisode enregistré ensemble de Farouche. C'est vrai, j'ai invité Lou cet été. C'est ça, vous parlez du paysage du journalisme sportif dans les détails, dans les coulisses, dans les potins. C'est tellement bon. Oui, c'est gentil. Ça sera un petit complément à la discussion d'aujourd'hui. Voilà, des petits devoirs à suivre. Mais c'est ça. Moi, j'ai construit ma propre table en co-créant Farouche. C'était un podcast parce qu'il y a que des femmes et des personnes de la diversité de genre autour de la table. Je trouvais ça important, pas parce qu'on n'aime pas les messieurs, parce qu'ils ont juste toutes les autres tribunes. Fait qu'à un moment donné, on veut en donner à d'autres personnes. Puis tu sais, moi, puis d'autres créatrices de contenu qui parlent, tu sais, de sport avec beaucoup plus d'ouverture et d'inclusion, mais je pense qu'on s'est réapproprié un peu cet espace-là pour se raconter, pour se sentir vu, pour voir ce à quoi on aurait aimé avoir accès quand on était jeune, puis qu'on avait juste RDS puis des messieurs. Fait que oui, je pense que les médias, si on les pense différemment, peuvent être des leviers de transformation sociale. On en parlera plus en détail, mais là, assez parlé de moi, la gang, OK? Est-ce que vous, Lou et Florence Agathe, vous avez des initiatives médiatiques innovantes sur lesquelles vous êtes tombés récemment, des coups de cœur que vous voudriez nous partager? Là? Je vais y aller. Moi, il y en a deux. Parce que tu sais que je peux jamais juste dire une affaire. Il faut qu'il en vienne au moins deux. Oui. La première, c'est un film. Tu sais, le film Les Furies, ça va sortir en novembre. Là. Oui, sur le roller derby. Sur le roller derby, je me peux plus. C'est la première fois au Québec qu'on va avoir une comédie sportive féminine sur les femmes. Tu sais, on a eu les Boys 26 000. Puis là, c'est le fun d'avoir ça. Alors, j'ai très hâte avec... En plus, c'est le roller derby. C'est pas un sport qu'on a coutume de voir sur nos écrans, tout de moins au Québec, même en général. En plus, je trouve ça assez particulier que ce soit justement le sport qui va te représenter dans le film. C'est un sport qui est très ouvert à la diversité. Oui, j'allais dire connoté queer, connoté... Oui, à prédominance féminine aussi. Exact. Fait que je suis comme, yes! Très hâte. Donc, fin novembre que ça sort. Mon deuxième, un peu moins local, donc c'est en anglais. Je m'excuse pour les personnes qui nous écoutent qui parlent pas en anglais, mais je trouve que l'initiative, elle est incroyable. C'est Coach Jackie. OK. Fait que tantôt, tu parlais de faire de l'ébénisterie maison. Ah oui, j'ai dit ça, moi. Construire une chaise, tout ça. C'est de l'ébénisterie, non, là. T'as raison. Donc, Coach Jackie, c'est une jeune femme lesbienne, là, très affichée, qui couvre que le sport féminin. Puis j'adore ça parce qu'elle couvre autant les activités de sport professionnel. Ça, c'est une vraie personne, c'est pas un film, là. Non, ça, c'est vrai. Là, c'est une vraie personne qui utilise TikTok, Instagram, qui parle à tout le monde. Puis ce que j'aime, c'est que autant on peut être dans... Tu sais, aujourd'hui, c'est une super bonne nouvelle. Elle a fait un cours vidéo. Elle nous parle de la nouvelle ligue de baseball avec 4 équipes, là, baseball féminin. Super. Mais après ça, elle peut avoir des discussions hyper sérieuses dans lesquelles elle nomme les choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime quand un média nomme. Elle va pas dire « Ceci était un incident fâcheux ». Non, c'était du racisme. Oui. Elle analyse les controverses aussi qui se passent sur ses réseaux sociaux. Ouais, c'est très bien fait. Exactement. C'est bien fait. Je suis comme, voyons donc. Je veux plus. J'aimerais Coach Jackie en français. Regarde, c'est quand tu veux, je m'abonne directement. Je trouve que c'est des initiatives porteuses et qui sont différentes, puis en même temps, où il y a aussi des bons coups. On parle de sport féminin. J'adore. Ah, merveilleux. Toi, Florence Agathe, as-tu des coups de cœur récents? Mais j'en ai un très récent qui a été annoncé aujourd'hui. La nouvelle une du Elle Québec édition novembre qui met en scène Marie-Philippe Poulain. Oui. Et donc, une qui fait suite à la une du magazine Véro il y a quelques semaines qui mettait en valeur différentes femmes du milieu sportif québécois. On peut penser aussi à la une du magazine LSTW, donc un magazine queer qui avait mis justement de l'avant Marie-Philippe Poulain et sa femme Laura Stacey dans leur édition il y a quelques mois. Donc, des unes de magazines féminins sportifs qui, pour moi, envoie tellement un message fort, particulièrement parce que le magazine féminin comme véhicule est tellement connoté au niveau des normes de féminité. Et là, on vient donner des modèles sportifs aux filles et aux femmes. On vient donner des sources d'inspiration de d'autres types. On vient légitimer leur présence, tout à fait. Absolument. Donc ça, je trouve ça vraiment emballant. J'ai très hâte d'aller chercher ma copie. Puis je trouve qu'il n'y a pas meilleur argument. Des fois, on entend ça dans le discours commun. Là. Ouais, mais c'est parce que les femmes, ça les intéresse pas vraiment, le sport. Je suis comme, hey! Tu me feras pas croire que s'ils font ça, c'est juste parce que ça leur tentait. Là. C'est parce qu'il y a de la demande. Ouais. Et moi, depuis 1 an à peu près, j'arrête pas de parler de réappropriation des espaces. On se réapproprie les arénas, on se réapproprie les lieux qui étaient auparavant uniquement masculins. Et j'ai envie de dire, je trouve ça le fun que
on se réapproprie aussi les médias dits féminins, les magazines féminins, en disant non, on peut le faire. La féminité, c'est vaste. Il y a plein de sortes de féminité. Puis ces femmes-là, on a envie d'en entendre parler et on va en parler aussi. C'est fabuleux. Absolument. Puis ça touche aussi à la responsabilisation des médias, parce que, bon, là, on anticipe nos sujets, Lou, mais il y a aussi un rôle à jouer de la part de, justement, ces acteurs-là des magazines à faire la promotion, à diffuser des modèles de féminité qui sont différents. Puis, parce que si c'est pas nous qui le faisons entre nous, mettons les femmes, les personnes de la diversité de genre qui se donnent des petites tapes dans le dos, qui va le faire? Ben exactement. Puis aussi, historiquement, tu dis réappropriation, donc ça veut dire que c'est aussi des sujets et des espaces, le sport, où les femmes ont été poussées dans les marges, où on ne s'est pas senti inclus et peut-être bien ou peut-être en sécurité en grandissant dans notre relation avec le sport, et donc de venir un peu créer ces modèles-là, créer aussi des sources de fierté, là, j'ai envie de dire, admirer ces filles-là puis être comme « Hey, wow! » ça m'inspire, j'ai le goût de comme les suivre, la victoire, justement, qui commence leur saison dans pas long. C'est toute cette énergie-là aussi qui est très dans l'empowerment, de se dire « Hey, mais entre femmes, le sujet sportif nous appartient aussi, l'image sportive nous appartient aussi, et on peut se la réapproprier et lui donner de nouveaux sens. » Et je pense que le mot réappropriation est aussi pertinent parce que c'est pas vrai que les femmes n'ont jamais été dans les pages sportives. Quand on regarde l'histoire, quand on s'y intéresse, quand on voit un petit peu plus loin en arrière, ben, on se rend compte qu'il y a eu des époques où il y avait des chroniqueuses sportives. En anglais, j'en conviens, mais ici même à Montréal, Myrtle Cook, on n'en parle pas. Elle est pionnière, les femmes pionnières, là, on les oublie trop souvent. Tu sais, Myrtle Cook, elle avait une chronique quotidienne dans le Montreal Daily Star pendant plusieurs années. Une ancienne olympienne, une médaillée, a fait beaucoup aussi pour le sport féminin. Donc, elle prônait beaucoup le sport pour les jeunes filles. C'est comme Fille active, mais comme avant. Et elle parlait de ses chroniques, c'était uniquement sur le sport féminin. Ah, ouais. Mais avec la montée des ligues professionnelles, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ben, peu à peu, on a vu un passage dans la presse où le sport féminin s'est de plus en plus fait tasser au profit du sport professionnel masculin, parce que là, la professionnalisation qui existait déjà a explosé. Alors, oui, on se réapproprie. Vraiment. Puis on se réapproprie, mais je pense, pour toi, c'est important de pas reproduire à 100% le modèle masculin non plus, parce que c'est ça, là, on veut faire... On veut avoir la même place, on veut l'égalité, mais on veut pas exactement la même chose, on veut pouvoir l'améliorer. Là. Non, parce que si je peux pas plugger le capitalisme dans une prise de parole, ça reste une vraie discussion. Bon. C'est que je pense pas qu'il faut juste émuler. Ça me semble pas nécessairement positif de juste vouloir émuler le modèle masculin comme si c'était le Saint Graal. Ce modèle-là, il y a beaucoup de problèmes, OK? Il y a beaucoup d'argent, certes, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux de comment on traite les athlètes professionnels. Surtout, je parle pas de Messi, là, je parle pas de Connor McDavid puis de Sidney Crosby. Je parle des joueurs de quatrième trio, des joueurs qui jouent au tennis qui sont pas dans le top 100, qui c'est dur sur le corps. Souvent, c'est un peu, on les prend, on les jette. Moi, j'ai pas envie que ça arrive dans le sport féminin. J'ai envie d'un modèle meilleur où on s'occupe bien des athlètes pendant et après leur carrière. Est-ce que je suis content qu'il y ait du sport professionnel féminin? Hey, je me peux plus. Mais est-ce que je veux que ce soit exactement? Je pense pas. Mais là, je trouve qu'on commence bien quand même, je vais le dire, parce que juste quand je regarde la convention de la LPHF, au-delà des salaires, ils gagnent pas assez, ça c'est un fait, mais il y a des clauses, par exemple, sur les congés de parentalité. Et j'insiste sur le mot parentalité parce qu'il y a bien sûr le congé de maternité, c'est un enfant, mais pour les conjointes qui ne portent pas un enfant, donc on prend en considération la diversité sexuelle, il y a aussi un congé. Fait que là, c'est pas l'affaire de comme le gars qui manque un match parce que sa blonde a accouché. Là. Ça, j'aime ça. Moi, je veux ça dans le sport. Fait que je veux pas juste qu'on émule, je veux qu'on aille mieux, que ce soit mieux, qu'on crée finalement notre propre modèle. Et qui sait, peut-être que c'est les hommes après ça qui voudront émuler ce modèle-là. Ben, il y aurait intérêt. Puis toi, Flo, je pense que tu veux aussi qu'on... Ben, tu en as parlé déjà. On veut responsabiliser les médias, puis même plus largement que les médias, peut-être les commanditaires, les publicités, les sponsors. Tu sais, comme
comment ces acteurs-là aussi peuvent influencer peuvent être des leviers d'influence pour le sport féminin? Ben, Lou le dit très bien dans le sens où il faut réaliser à quel point le rôle justement des médias et des commanditaires sont clés dans la professionnalisation plus grande du sport féminin. Puis pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup du sport professionnel? C'est parce que c'est un peu comme la pointe de l'iceberg, le sport professionnel, parce qu'ils ont tellement une présence médiatique, parce qu'ils sont beaucoup plus visibles que plein de pratiques amateurs, olympiques et compagnie, olympiques hors année olympique, là, on s'entend. Et donc, ce rôle-là, historiquement, des médias et des commanditaires pour le sport masculin a été clé. Tu sais, il faut comprendre que la formation même des sports modernes et des grandes ligues masculines qu'on adule aujourd'hui, comme la NHL, la LNH, c'est passé en simultané avec la formation des médias comme on les connaît maintenant, tu sais, et de façon vraiment main dans la main. Et donc, là où les médias peuvent jouer un rôle pour l'avancement du sport féminin en ce moment, c'est en devenant cet allié-là aussi pour le sport féminin, donc en participant au momentum qu'on vit en ce moment, puis en l'amplifiant, en permettant aussi de l'accélérer. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que l'image, justement, dans le sport, ben, elle est au cœur de l'économie sportive. T'sais. Puis là, bon, bien sûr, on ne veut pas tomber dans une apologie du capitalisme sportif ou du sport spectacle, mais quand même, tu sais, à la base de l'économie du sport, ben, l'image et surtout l'accès à l'image, c'est la clé. Là. On ne pourra jamais espérer à faire prospérer les ligues féminines, donc à bien payer les filles et à créer des ligues qui sont pérennes si on ne les voit pas. On s'entend. C'est comme la base. Et tu me permets de prendre la balle au bon, parce que c'est sûr que c'est ça qui allait se passer. Et j'ai envie de dire, tu parlais, si on ne les voit pas. Très important. Récemment, j'étais dans le cours de ma collègue Anne-Marie. On la salue. On la salue, Anne-Marie, au bac. Puis, en tout cas, les jeunes, oh mon Dieu, je chante vite, c'est du bac. En tout cas, ils étaient amenés à parler de sport féminin et autres. Et il y a quelqu'un qui a soulevé, une jeune femme qui a soulevé un point. Elle posait la question à ses collègues, là, toutes masculins à la table. Mais vous, là, où est-ce que vous écoutez ça, le sport féminin? C'est pas toujours facile. Là, maintenant, on a le sport professionnel, mais avec les roses qui sont télédiffusées, on a aussi les matchs de la LPHF. Mais après ça, là, des fois, là, quand tu veux voir, faut que tu streames, faut que tu trouves la source. C'est pas facile toujours de pouvoir voir, même si tu veux voir le sport féminin. Puis dans ce sens-là, quand tu dis l'image, c'est important, oui. Puis aussi comme l'importance d'avoir des endroits aussi, et je pense aussi des endroits physiques, des bars, par exemple, bars sportifs ou café, pourquoi pas, peu importe. Donc, des endroits où on peut aussi le consommer, que ce soit à la maison avec une certaine facilité, que ce soit dans des lieux publics aussi. C'est important, cette image-là, il faut qu'elle soit diffusée, parce que c'est bien beau que ça existe, mais encore faut-il pouvoir le voir pour le croire. Oui, ça recoupe l'accessibilité aussi. Absolument. Tout à fait. Puis là, quand on regarde dans les dernières années, on constate quand même, c'est ça, il y en a eu des avancées importantes pour les femmes dans le sport, dans l'activité physique, dans le plein air. Est-ce que c'est seulement les médias qui ont contribué à cet avancement-là ou c'est comme une succession de plusieurs affaires? Tu sais, par exemple, je pense, toi, Flo, tu disais, c'est ça, il faut qu'on reste exigeante. Il faut qu'on reste critique parce que oui, une tape dans le dos des médias, c'est toujours bien, mais il faut faire attention à ce qu'on... Bien, en fait, c'est que la question plus large de est-ce que les médias sont des leviers pour l'avancement des filles et des femmes, la réponse, c'est oui, mais il faut rester aussi lucide. En ce moment, avec le fait qu'on en entend plus parler, on peut avoir l'impression que, ben, écoute, l'égalité, c'est réglé. On a réussi, on se pète les bretelles, let's go, le sport féminin est rendu partout et donc l'égalité est atteinte dans le sport. Mais ce qui est très important et ce qui est un outil très précieux de réflexion critique, justement, c'est de se tourner vers les chiffres et de regarder, effectivement, est-ce que l'aiguille, elle a tant changé que ça? C'est sûr qu'entre 0 ligue et 1 ligue, ben
ça se peut que ton attention médiatique, elle change, elle augmente drastiquement. On passe de 0 à 100%, on s'entend. Mais est-ce que dans la couverture médiatique en général, on voit drastiquement une meilleure présence des femmes à la télévision, par exemple, ou sur nos plateformes de streaming, ou dans les médias sportifs, de la presse, par exemple? C'est assez timide encore. Et là, je me tourne vers Lou parce que c'est l'expert, mais les chiffres sont un peu décevants, en fait, pour être bien rabat-joie. Ouais, ben là, je vais vous donner des chiffres. Alors, à la maison, je m'adresse à vous. Enlevez les lunchs de la table parce que vous allez peut-être flipper. Les temps où on avait eu ça la première élan, hein, ça avait fait bien du mess, comme on dit, donc on fait attention. Alors, j'ai quelques chiffres pour vous. Qui nous viennent d'une étude, entre autres, menée par Anouk Bélanger. Donc, c'est important de la nommer, le professeur à l'UQAM, sur la télévision. Ouais, la télévision, c'est encore un moyen assez courant de consommer le sport. Mais maintenant, il y a la télévision il y a la télévision linéaire, là, RDS, TVA Sport. Et là, ce qu'on appellera ici, aujourd'hui, la télévision par contournement. Ça, c'est vos applications, là, Netflix, la télé sur demande, finalement. Okay. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'écouter le match là quand ça se passe. Tu peux choisir dans différents. Puis souvent, on a tendance à dire, hey, l'arrivée des nouveaux médias, là, ça va tout changer, ça, là. Ben non, je m'excuse. Alors, si on regarde globalement, si on combine tout ça au Canada, Québec-Canada, là, ben, Québec surtout, 8,9% des contenus télévisés sont sur les femmes. C'est même pas du 10%. À la télévision linéaire, 4,1%. En quelle année? 2022. Fait que là, on va sûrement monter avec la victoire et les roses. On va amener ça à un beau 5. Ouais. Après moi, on va avoir ça, là. C'est pas beaucoup. Puis là, on va dire, ah oui, mais là, il y a les... Tu sais, c'est juste une ligue. Fait que c'est sûr que ça va monter, mais tu sais, si tu montes de, je sais pas moi, 0 article à 2 articles, ben, on va le saluer, c'est cool, c'est vraiment le fun. Mais c'est pas beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, je regardais, des fois, tu regardes la couverture médiatique, puis je sais que le but, c'est aussi de faire de l'argent. Je sais que l'industrie médiatique va pas du feu de Dieu en ce moment. Mais quand même, je veux dire, j'ai quasiment un article pour me parler de la couleur des bobettes de Nick Suzuki, là, dans mon journal. Un peu overexposé, le Canadien de Montréal, peut-être. C'est qu'on est loin de la zone paritaire. Ouais. On est loin d'un genre de 40-60% féminin, masculin, peu importe. Là, dans le sens où il y a beaucoup de place à l'amélioration. Puis parfois aussi, parce que, bon, j'ai su quelques grandes lignes de l'étude que vous prépariez avec Anouk, on observe aussi une disproportion entre le battage publicitaire que ces chaînes-là vont faire autour du fait qu'elles présentent du sport féminin, donc qu'elles présentent la victoire, qu'elles présentent les roses ou autres ligues féminines. Mais en réalité, le réel temps d'antenne est très minime, les plages horaires ne sont pas optimales. Ouais. Donc, tu sais, c'est un peu venir jouer sur les chiffres et aussi faire du millage sur le capital de sympathie que l'opinion publique peut avoir en ce moment envers le sport féminin. Cette espèce d'image où, ah, wow, tu sais, le wow que le sport féminin apporte en ce moment, ben, les compagnies, elles voient le potentiel aussi financier ici, là. Ouais. Fait qu'on voudrait plus. Puis moi, j'aimerais, en toute franchise, qu'on élargisse un peu aussi ce qu'on couvre dans les médias. On t'a parlé tout à l'heure beaucoup le sport professionnel, mais tu sais, il y a du sport de haut niveau qui se fait. Il y a aussi... C'est rare là, que j'entends, alors qu'on a des, mettons, cheerleading. Tiens, on parlait de cheerleading. Tu parlais de cheerleading dans ton premier livre. Pas ce type de cheer-là, Cheer Québec. Il y a des compétitions. Le Québec est fort. Là. On est des avant-gardistes. Le Canada est bon. Il y a des compétitions internationales. On n'en a jamais parlé. Ouais. On n'a jamais parlé de natation artistique non plus. De water polo. Ou même de flag football. Flag football, les filles sont incroyables. Et l'équipe canadienne, l'équipe nationale est 100% québécoise. Incroyable. Ils ont des médailles partout dans tous les championnats mondiaux qu'ils font. Quand est-ce qu'on en entend parler? La seule fois que j'en ai entendu parler, c'est quand ils ont fait la mi-temps d'un match de la NFL contre les États-Unis qui n'a pas été diffusé. Mais il était là. Mais elles ont joué sur le terrain elles ont gagné, d'ailleurs. Team États-Unis pendant une game de la NFL. Wow. C'est comme un spectacle de la mi-temps, mais ça n'a pas été diffusé à la télévision. Je veux dire, on vient de sortir de la coupe du monde de rugby. Les Canadiennes sont incroyables. C'était difficile de savoir où c'était diffusé. C'était difficile d'avoir les résultats. Ben voyons, le Canada est incroyable, c'est rendu en finale. Ils ont battu les Néo-Zélandaises.
Puis on a de la misère à le savoir. C'est comme si la question devient, tu sais, quand est-ce que l'espace des médias va réellement être partagé? Tu sais, puis en ce moment aussi, un autre enjeu qui est intéressant par rapport à la télé traditionnelle versus la télé par contournement, c'est quelle place est faite pour les femmes dans le virage vers les plateformes numériques? Parce que, tu sais, d'une certaine façon, le sport féminin, c'est un peu comme les OG de la télé par contournement. Parce que, étant donné qu'on n'avait pas d'espace dans les médias traditionnels, ben, on avait des genres de YouTube vraiment poche avec une caméra statique qui filmait le match, puis on donnait le lien à nos parents, là, puis on exclut la personne qui parle. Là. Mais je veux dire, il y a quelque chose là où, pendant tellement d'années, des décennies, on s'est battu pour accéder à des créneaux horaires dans des chaînes majeures à la télévision. Et là, au moment où on commence à y accéder, ben les ligues masculines, il y a une réelle exode de la télé traditionnelle vers les plateformes où ils signent des deals historiques en ce moment. Est-ce que la même chose se passe pour les femmes? J'ai des grandes questions, puis je pense que tantôt on disait il faut être lucide, il faut être exigeante vis-à-vis de nos diffuseurs, vis-à-vis des personnes qui ont des postures d'influence dans les médias, mais je trouve que ça fait partie des grandes questions qu'il faut se poser et qui touchent justement à notre accès et à notre consommation potentielle du sport féminin. Oui, puis tu disais tout à l'heure, je m'excuse d'être rabat-joie, mais c'est juste être aussi réaliste. Comment on peut s'améliorer si on ne nomme pas les choses? Tu sais, si moi, juste dans mon expertise à moi, qui est le journalisme sportif, je veux dire, ça fait 8 ans que j'ai quitté et je pense qu'il y a moins de femmes qui couvrent le Canadien qu'à l'époque. Tu sais, c'est facile de dire, oui, il y a la victoire maintenant, il y a les roses, il y a un peu plus de couverture, mais il y a pas plus de femmes dans le milieu. Fait que faut, tu sais, faut rester critique. On peut être optimiste, on peut avoir envie de mettre la main à la pâte, mais on va pas non plus se complaire dans le statu quo. Puis se satisfaire de peut-être aussi une diversification qui est finalement de façade, peut-être. Tu sais, je dis pas que ce qui est fait en ce moment est mal. Ce qui est fait en ce moment est nécessaire. Ouais. On veut que les Roses et la Victoire soient à la télévision. Là, on s'entend. On applaudit le fait que ça soit plus accessible en ce moment. Mais je pense qu'il y a des questions un peu sous-jacentes qu'il faut garder un peu sur notre radar et se demander, OK, on couvre plus le sport féminin. Est-ce qu'il y a plus de journalistes sportives? Est-ce que ces femmes-là ont le choix des sujets qu'elles ont envie de couvrir? Est-ce que... bon, bref, il y aurait 1000 questions là, sur les médias, mais on pourrait penser aussi au coaching staff. On pourrait penser à toutes les femmes qui ont des rôles de dirigeantes dans ces organisations-là. Tu sais, comme... Où sont les femmes? Où sont les femmes? Mais donc, voilà. Il y a 1000 questions, mais c'est ça. Donc, levier, oui, mais plein de petites sous-questions. Là. Ouais. Ça repose encore sur des enjeux systémiques. Tu sais, c'est comme, c'est pas du cas par cas, c'est pas des petites affaires. Les petites affaires, c'est les petites choses qu'on réussit à améliorer, mais si les fondations sont encore discriminatoires, c'est ça qu'il faut. On met une couche de peinture, mais on n'a pas changé le solage. C'est bon, ça. C'est très bien dit. On est vraiment dans le monde de la menuiserie. Oui. Aujourd'hui. Construction, menuiserie. Donnez-nous, je sais pas, un show à Canal Vie, je sais pas. Là, un commanditaire. Rona pourrait commanditer notre futur podcast. Mike chez Rona, si tu nous écoutes, on est là. Donc, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait. Fait que les nouveaux médias sont un peu encore des miroirs de la société. Je veux dire, on aimerait qu'ils soient des leviers d'émancipation des femmes, mais, tu sais, toi, Lou, hors d'onde, là, tu nous disais, les algorithmes, là, ils favorisent encore... Ben, ils favorisent la même chose. Ils favorisent les gars, ils favorisent... Fait que là, à la maison, des fois, on se fait dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, justement, l'algorithme... On a une petite influence dessus. Fait que là, quand vous voyez du contenu que vous aimez de sport féminin, là, envoyez-moi ça à tous vos contacts. Oui. Un petit vidéo de coach Jackie. Jackie, là, oui. Ça se partage. Ça like, commente. Moi, j'arrête pas d'envoyer des petites vidéos de cinnamon roll, de petites choses à ma blonde. Puis maintenant, mon fil et son fil sont inondés. Faites la même chose, mais avec le sport féminin. Oui. C'est ça qu'on veut, parce que c'est ça, les algorithmes. Alors, on rit, là, mais c'est vrai. Mais puis plus que ça, tu sais, mettons, là, on parle de réseaux sociaux, mais même pour les journaux traditionnels, tu sais, la presse, Le Devoir, les chefs de pupitre le disent... quand vous ouvrez votre app de journal préféré et que vous défilez l'actualité, ouvrez les articles qui parlent de sport féminin, si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais
au sens où ça change quelque chose dans les statistiques, ça change quelque chose dans l'algorithme, ça change la découvrabilité, whatever. Donc, c'est des petites actions qui sont hyper accessibles et qui viennent justement légitimer et travailler à la légitimation du sport féminin. Puis moi, j'ai envie de dire, pas juste si ça vous intéresse, là, vous allez dire, ben là, ça m'intéresse pas. Non. Parce que des fois, les choses qui nous intéressent pas, c'est parce qu'on les connaît pas. Hein? On est habitué. Ça vous intéresse pas, mais forcez-vous. Ça a l'air drôle de dire ça. Mais c'est parce qu'on le fait pendant les Jeux olympiques. Oui, puis finalement, on se rend compte on est ravis. On est ravis. Fait qu'allez lire sur ce qui se passe dans le sport féminin. Vous allez faire des découvertes. Tu sais, vous avez découvert peut-être plusieurs Victoria Mboko pendant l'aluminium qui a gagné au tennis à Montréal. Mais elle était déjà sur le circuit, ça fait pas très longtemps. Puis soudainement, tout le monde avait envie. Ben oui, mais c'est ça. Allons vers des choses qui, peut-être, en priori, on dit, c'est comme quand tu zappes, tu choisis, il n'y a pas grand-chose à la TV à soir. Ben tiens, il y a un match de la victoire. Je pourrais bien le mettre. Vous allez être surpris. Vous allez voir la qualité de jeu. Vous allez dire, waouh, j'avais beaucoup de préjugés sur le sport féminin. Peut-être que vous n'allez pas le dire comme ça. Puis finalement, tu te rends compte, regarde, du bon sport, c'est du bon sport. L'émotion est là. On ressent les émotions, on est excité. C'est là. Oui. Puis dans ce que tu disais tout à l'heure sur la réappropriation, puis ce qu'on disait sur la fierté, je trouve aussi que comme personne qui s'identifie comme femme, de commencer à s'intéresser au sport en ce moment, dans le moment complètement historique qu'on vit, où justement on a des nouvelles ligues, on a de la nouvelle visibilité, on connaît nos athlètes tout d'un coup, tu sais, il y a quelque chose de vraiment... je trouve puissant dans ce fait de commencer à s'intéresser puis à se dire, hey, peut-être que dans le fond, justement, je me suis jamais intéressée au hockey parce que j'ai été socialisée d'une certaine façon, parce que je me suis jamais sentie bien dans mes cours d'éducation physique, parce que la patinoire proche de chez nous, mais toutes les fois où j'aurais peut-être aimé ça, aller essayer de jouer au hockey sur la patinoire, mais il y avait plein de gars puis je me sentais pas bien puis pas inclus dans ce contexte-là. Donc, what about le sport s'est jamais adressé à moi? What about les médias du sport se sont jamais adressés à moi? Les commandites dans le sport se sont jamais adressés à moi. Là, ici, je pense aux pubs de chars puis d'ébénisterie et de construction durant les matchs. Qu'est-ce qu'il en serait si... justement, le sport féminin m'offrait la possibilité de me sentir vue et entendue, de me sentir bien dans ce contexte-là. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis dans tous les nouveaux influenceurs, influenceuses, médias alternatifs autour du sport, et on en voit beaucoup des gens de crash course de comme, OK, les séries au soccer, ça fonctionne comme ça. OK, les pénalités au hockey, ça fonctionne comme ça. C'est tellement cool. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bâtir une communauté qui est très ouverte et dans qu'on s'accepte dans nos différents niveaux auxquels on accède au sport. Je trouve ça vraiment beau. Puis je trouve que encore une fois, historiquement, il y a quelque chose de vraiment puissant parce que il faut se rappeler que le sport, c'est une invention par et pour les hommes, desquels les femmes ont été consciemment exclues. Là, je remonte à la fondation des Jeux olympiques. Ah, Pierre de Coubertin, notre presse! Cet homme fort progressiste. Nul ne saurait penser une Olympiade femelle. Exactement. Oui, sexiste et très raciste aussi. Et donc... Le fait d'avoir été exclu de cette activité-là, de ces lieux-là, tu sais, il faut se dire que, mettons, même juste sortir, courir dehors, faire un marathon, il y a plein de gens qui ont fait le marathon de Montréal il y a quelques semaines, mais accéder au marathon, là, l'inclusion du marathon féminin aux Jeux olympiques, c'est 1900, dans les années 80. Ça fait 2 secondes et quart. Fait que juste le fait de, mettons, prendre ta pause lunch puis d'aller faire ta petite demi-heure de jogging le midi, là, ça, c'est un acte de résistance, c'est un acte féministe, c'est un acte politique, c'est un acte de reprendre, justement, possession d'un espace qui nous a été refusé, qui nous a été fermé pendant tellement d'années. C'est tellement puissant. Puis je sais qu'on était supposé peut-être d'en parler plus tard, mais là, c'est trop comme parfait. Je skip toutes les questions. Tant pis le pacing, on laisse ça. Je peux pas m'empêcher... Tu sais, quand tu dis, pas une réappropriation, mais tu dis, tu sais, quand on crée les espaces, les femmes sont là parce qu'on s'est jamais adressé à elles.
quand on regarde là, ce qui se fait, nous, c'est un peu ce qu'on fait au Lab, entre autres. Là, on regarde les initiatives qui se passent dans différents sports, dans différentes activités physiques aussi, de plein air. Quand on crée des programmes pour les filles et les femmes, savez-vous quoi? Elles viennent. Ah ben, breaking news! Et il faut pas non plus oublier notre lorgnette intersectionnelle. Là, je sais que le mot intersectionnalité, ça fait peur, OK? Oui. Parce que... Ça fait peur à la CAQ, beaucoup. Qu'on salue. Dans tous les cas, ça fait peur à beaucoup de monde. Mais tu sais, l'intersectionnalité, c'est se dire, les femmes, c'est pas un groupe homogène, OK? Puis des fois, les programmes, quand ils sont pensés pour les filles et les femmes, sont super beaux, les programmes, incroyables. Mais sont pensés pour un certain stéréotype de femme. C'est des femmes blanches qui ont des sous, qui ont du temps. Fait que moi, ce que je trouve beau, puis là, je vais en nommer des trucs concrets, c'est quand on se met à créer aussi des initiatives en disant « Hey, on veut garder le public qu'on a, mais on voudrait l'élargir. Moi, je pense aux Chèvres de montagne. C'est un groupe plein air 100% féminin, mais très inclusif. Et ils se sont rendus compte, ils ont dit on sait qu'on a... Tu sais, tu regardes juste le vêtement de plein air, ça coûte cher. Donc, c'est toujours des femmes assez en moyen, blanches, donc peu de femmes qui issues de l'immigration. Ils sont venus, entre autres, on a eu des discussions avec au Lab. Ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on veut s'améliorer, on veut avoir de la diversité. Yes! Je pense à Vélo Québec, programme Tout à vélo. Hey, ça, il y a de la diversité au pouce carré là. Parlez-moi de ça. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent. Qu'est-ce que c'est, Tout à vélo? Ah, c'est un programme... ben oui, j'entends le blablabla. Tout à vélo, c'est par Vélo Québec. C'est vraiment un programme qui est fait... c'est comme un atelier de vélo, que ce soit pour apprendre à faire du vélo. Donc, il y a des femmes qui sont là, qui n'ont jamais fait de vélo, qui ont envie d'apprendre. Ou des personnes qui, comme moi, avaient peur de faire du vélo en ville. Donc, moi, je viens d'un village, j'ai jamais fait ça, du vélo en ville. Donc, c'est gratuit. Il y a une garderie. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment pensé. Ils fournissent un vélo et un casque à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne te le donnent pas, mais je veux dire, tu peux ne pas avoir de matériel, t'inscrire gratuitement, amener ton enfant si tu en as un ou plusieurs. C'est incroyable. Ça, c'est une vision intersectionnelle, féministe. Puis ça marche du feu de Dieu, encore une fois. Ça marche. Donc, c'est la même chose pour les médias. Créer, parler aux femmes, parler à pas juste un groupe de femmes, mais à plusieurs femmes, que ce soit les para-athlètes. Je vais entendre parler, moi, de para-athlètes. J'aimerais ça que les filles qui sont para-athlètes se voient aussi. Elles vont être là. C'est pas vrai que ça intéresse personne. Si vous leur parlez pas, ça les intéressera pas. Ouais. Puis j'ai envie de... Puis ça, c'était pas prévu, mais ça m'est venu comme ça. Permettez-moi de vous lancer sur autre chose. Tu sais, l'espèce de concept qu'il faudrait qu'à notre âge vénérable, on soit déjà expert de tout, experte de tout. Tu sais, créer des espaces où est-ce qu'on peut être débutant, débutante, en sport, moi, là, ça serait... Moi, j'ai commencé le hockey et j'ai terminé le hockey à 17 ans, OK? Puis je savais pas patiner, puis il y avait pas de niveau, de mise à niveau. Fait que moi, j'ai commencé à jouer au hockey, puis je savais pas patiner. Là, c'était... Puis, tu sais, on m'a fait faire un camp d'entraînement au début de la saison pour savoir dans quel niveau mettre. J'étais comme, mettez-moi dans le plus bas niveau, la gang, ça va juste être moins humiliant pour tout le monde. Non, ils m'ont fait faire... Non, on patine à reculons, on fait... J'ai dit, monsieur, je sais pas patiner par en avant, tu sais. Fait que... Mais ça, là, justement, ça changerait notre relation avec le sport. Moi, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde dans la même situation que... Puis je sais qu'il y a des initiatives qui commencent à popper un peu de... Et si, là, on faisait juste me dire, hey, on va apprendre à faire du skate aujourd'hui. C'est quoi le nom de la fabuleuse... Annie Gouglia, que je salue, elle est peut-être là, une skateuse qui est allée aux Olympiques et qui fait des initiations au skate pour tout âge. Mais tu sais, ça, c'est incroyable. C'est des belles initiatives. Ça change notre relation envers le sport aussi. On se sent moins poche. Puis... Ça peut aussi faire la différence dans ton parcours aussi. Ça peut peut-être faire en sorte que l'activité physique ou le plein air, tu l'intègres à ta vie adulte pour le reste de tes jours parce que justement, tu as eu ce safe space-là où tu as pu débuter puis te sentir bien dans ce moment-là. Puis ce que je trouve beau, c'est que une initiative comme celle de Annie, qui n'est pas la seule, mais qui en est une que je connais, utilise beaucoup, justement, on parlait des médias, je nous ramène un peu vers l'angle médiatique, j'utilise beaucoup les médias pour en parler. Pour, tu sais, je l'écoutais parce qu'elle a participé à un documentaire sportif sur l'adrénaline. Très beau coup de cœur, écoutez ça, c'est sur Télé-Québec gratis. Puis elle parlait de ça, puis elle disait, tu sais, les gens ont peur, puis il y a beaucoup de filles, des fois, qui disent qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas été initiés jeunes, justement, à ça. Puis elle dit, moi, j'ai peur aussi, j'ai pas envie de me faire mal. Puis j'aimais ça, comment on en parlait, puis elle utilise les médias sociaux beaucoup pour parler aux jeunes et aux moins jeunes. Go! Ça, c'est des initiatives
incroyable, on en veut plus. Puis tu parles de hockey, puis je m'en voudrais de pas nommer une initiative aussi au niveau du hockey qui se passe à Québec. Puis là, j'oublie le nom, mais il y avait le mot beau. En tout cas, c'est une dame racisée qui a créé une initiative pour les personnes racisées, entre autres les filles, pour d'initiation au hockey. Ah! Grosse coupe. J'y vais. Ça marche! Ben oui! Mais ça fait aussi écho à ce que Filles Actives fait depuis 25 ans dans les écoles secondaires à travers le Québec. Tu sais, l'idée, c'est de créer des groupes qui sont majoritairement non mixtes pour les filles, puis dans un esprit de découverte, de non-compétition, puis juste avoir du fun. Puis l'idée, c'est que cette petite étincelle-là, ben, ça donne le goût de peut-être comme, justement, poursuivre ton activité physique et l'intégrer à ta vie pour la durée. Puis ensuite, consommer beaucoup de médias sportifs et être très exigeant parce que tu dis « Wow! » Je veux être représentée. Ben c'est ça. Ben là, vous m'amenez là, naturellement vers ma question sur, là, si on veut parler de lumière, puis d'empouvoirment, puis de tout ça, c'est un peu ça, là, créer des communautés, s'épauler. Puis ça devient c'est des actions qui deviennent des leviers pour les filles et les femmes, finalement. Là, tu sais, je pense, on a sûrement déjà parlé même ensemble le Nadia. Peut-être on peut parler de cette initiative-là. C'est quoi le Nadia? Un espace physique. Donc là, c'est super intéressant parce que là, on parle de médias, on parle d'espace symbolique, mais un espace physique. Donc le Nadia, c'est un nouveau bar sportif qui va ouvrir à Montréal ses portes dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et qui se dédie au sport féminin et au public du sport féminin, encore une fois dans une approche intersectionnelle, en voyant comment justement ils peuvent être des leviers communautaires pour créer justement cet environnement-là inclusif réellement autour du sport. Donc ça, c'est génial. C'est la première fois au Québec qu'on va avoir cet espace-là. Puis encore une fois, tu sais, je reviens tout le temps avec ça. Tu sais, c'est ça, je suis historienne de l'art dans la vie, hein, mais tu sais, quand on regarde l'histoire, je veux dire, l'histoire des tavernes et des bars sportifs, ce sont des espaces qui ont été très... qui ont exclu les femmes pendant tellement d'années. Fait que de créer cet espace-là où entre filles ou entre personnes qui s'identifient comme femmes et personnes de la diversité sexuelle, qu'on va pouvoir se réunir puis triper sur le sport, tout le monde ensemble. Moi, je trouve ça... C'est révolutionnaire d'une certaine façon, tu sais. Ah oui, vraiment. Vraiment. Toi, tu voulais nous parler peut-être de l'initiative Nancy Choquette. Oui. Moi, je veux tout savoir de ça, là, de Nancy Choquette. Ça, moi, j'aime bien ça, là, parce que ça, je pense que ça parle à mon côté... jadis, mais bon, c'est une initiative... Ton côté nostalgique. Nostalgique, la lancée avec M361, Nancy Choquette qui s'adresse finalement aux jeunes femmes. Vous l'avez peut-être vu passer, là, parce que ça a été très populaire sur les réseaux sociaux. Oui, ben, il y a eu des influenceurs, des influenceuses aussi qui ont participé avec Nancy Choquette. Allez voir ça. C'est vraiment drôle. C'est très vintage, c'est très années 80. Moi, je suis un fan des appendices. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de presque appendice là-dedans, un peu... Parce que Nancy Choquette, c'est comme une genre de José Lavigueur. C'est comme une madame en kit fluo. En kit fluo, là. C'est années 90, 80, le power, qui parle. Hey, toi, le jeune! Tu sais, ça fait très avec ça, puis c'est super le fun parce que ça marche. Ça va rejoindre un public cible, des jeunes femmes pour dire, hey, sois active à ta façon aussi. C'est ça que j'aime. C'est qu'il n'y a pas un discours moraliste. Des fois, on entend ça. Ça, c'est une affaire qui me. Surtout envers les femmes, je trouve ça dur, puis les filles. Un discours un peu moralisateur, là. Faudrait que tu bouges. T'es trop sédentaire. Ben oui, il faudrait que tu bouges, c'est sûr. Mais on peut aussi le faire de manière positive. Je trouve que Filles Actives le fait. Nancy Choquette, c'est exactement ça. En plus, c'est inclusif, ça, j'aime ça, parce qu'à un moment donné, en tout cas, il y a une vidéo où Nancy dit ton chum t'a laissé ou ta blonde ou ta personne. Ben oui, là, 2025. 2025, j'ai trouvé ça drôle. Et à jour, Nancy. Nancy a parlé de ça. Très belle initiative, c'est le fun, ça parle vraiment au public cible, des filles, des femmes, comme Filles Actives le fait avec les plus jeunes, comme d'autres le font. Moi, j'en veux plus. Mais je trouve que ça parle aussi justement des médias sociaux qui deviennent ces espaces de mise en réseau aussi, tu sais. Puis la lancée, on est full brandé la lancée, mais la lancée, c'est ça aussi, dans le fond, à la base de la mission, c'est de devenir comme un amplificateur à toutes les initiatives qui travaillent à l'avancement des filles et des femmes dans le sport, tu sais. Puis les médias sociaux, particulièrement depuis la pandémie, sont devenus un peu cet espace où
où ces médias alternatifs-là, ces influenceuses, ces initiatives-là, ces campagnes-là peuvent créer justement ce sentiment de communauté, peuvent créer un endroit où on montre le sport différemment, on en parle différemment et on bâtit un fanbase qui est différent nécessairement. Puis pour moi, le potentiel, on parlait de lumière, là, mais le potentiel de ces espaces-là sur les médias sociaux ou des médias alternatifs, c'est justement, encore une fois, cette idée d'empowerment, mais c'est aussi de pouvoir se raconter. Donc, tu sais, le récit au jeu, que ça soit en littérature, en art, en sport, mais le récit au jeu, il a un pouvoir politique, c'est un acte féministe en soi, c'est la possibilité de se raconter dans ses mots et d'apparaître aussi selon ses propres termes. Et donc, de pouvoir bâtir une sororité et de dire, ben moi, ce que je vis personnellement, mon récit personnel, ben il est politique. Et, tu sais, concrètement, dans le sport, c'est aussi simple que d'exposer que, ben moi, dans mon village, les heures de glace auxquelles j'ai accès à l'aréna, elles sont vraiment moins intéressantes que les heures de glace des garçons, par exemple. Ou moi, dans mon école secondaire, ben la priorité du financement va aux équipes de football masculin, par exemple. Et donc, moi, je m'entraîne avec des dossards trop petits, sales, tachés, gna parce que mon équipe de flag football féminin n'est pas la priorité de mon école. Et la multiplication là, de ces exemples qui peuvent paraître anecdotiques nous montre un système, nous montre justement un problème qui est beaucoup plus large que mon inconfort de porter un dossard trop petit personnel. Et c'est là où il y a un pouvoir qui se dégage. C'est là où on réalise aussi que l'égalité dans le sport, ça sera pas le résultat d'une solution personnelle, ça va être le résultat d'une solution collective. Complètement. Je vais rebondir. Mais en tant que... Mais vous savez, au boulot, on me surnomme le roi du bémol. Alors, j'ai un bémol. En fait, j'aime tout ce que tu as dit. OK? Il y a juste une chose que je veux... Tu sais, tantôt, j'ai parlé du fait que je voulais pas qu'on reproduise les logiques, mais il y a aussi des logiques, des fois, qui font que les femmes font beaucoup de travail non rémunéré. Ah oui. On s'en sort pas, hein, ça. Non. Puis, quand on fait sa propre autopromotion, quand on se met en scène, ça dépend, là. Tu sais, partager une vidéo TikTok de soi-même, ça peut être juste le fun, là, je sais pas. Mais on peut pas juste laisser le soin à des individus, des femmes, de porter le fardeau de parler du sport féminin de manière plus professionnelle. Puis, ça me tente pas qu'on tombe là. Je pense que ça tente à personne. Fait que finalement, t'es fan de sport, tu dis, hey, je vais me faire un podcast de sport, ça va être le fun. Oui. Mais maintenant, tu as 2 podcasts, c'est énormément de travail, c'est pas toujours rémunéré. Sinon, on rappelle. Ça paye pas mon loyer encore, non. Non, c'est ça. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir des commanditaires. On y revient. Absolument. D'avoir peut-être des médias traditionnels qui ont des moyens aussi. Regarde, il y en existe 25 des podcasts sur le Canadien, autant qui viennent de podcasts de médias traditionnels que d'autres. On a sûrement l'argent pour se faire une couple de podcasts féministes qui parlent de sport. J'en suis convaincue et qui vont aller diversifier à la fois les commanditaires et l'auditoire. Tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi, ce que tu soulignes est tellement important parce que aussi on sait à quel point l'espace numérique est extrêmement dangereux pour les femmes et les filles. Le cyberharcèlement est réel. Même nous, dans notre petite conversation d'heure du midi, dans la section commentaires sur les réseaux sociaux, la lancée a dû faire de la modération. Donc, dans justement le risque et l'angle mort de célébrer ces prises de parole, ces influenceuses en sport et tout, mais de ne pas voir le travail non rémunéré, bon, ça c'est très réel, mais en plus. Elles s'exposent dans un environnement où on sait qu'elles peuvent être mises à risque. Et encore une fois, il faut ramener l'angle intersectionnel ici parce que toutes les voix ne portent pas de la même façon, on s'entend. Fait qu'aussi, dans ces espaces-là, dans ces médias-là alternatifs, il faut avoir en tête que, peut-être que certaines personnes racisées, personnes queer, certaines personnes qui ne cadrent pas avec la féminité normative, mais ne seront pas autant entendues ou peut-être même pas entendues. Donc, il y a aussi, effectivement, c'est toujours un oui, mais... Oui, c'est toujours un oui, mais c'est sain. Mais la vie est une zone de gris, puis c'est normal, parce que si on voit tout en noir ou tout en blanc,
soit on décide de rien faire parce que c'est trop triste, soit on se dit, tout est beau, mais tout est pas beau, mais tout est pas sombre. Puis je pense que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on montre aussi. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses à faire, puis il faut pas le perdre de vue. Puis ça, les féministes on avance, on recule pas. On recule pas. C'est très bien dit. Merci pour tout ça. Ça va être le temps d'ouvrir le plancher aux questions de nos auditeuristes. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont déjà envoyé leurs questions dès le moment de l'inscription. On va aussi prendre des questions peut-être comme ça spontanées en live. Je commencerai par vous partager un commentaire intéressant qu'on a reçu. C'est quelqu'un qui travaille en milieu municipal qui nous dit qu'elle observe que nos investissements en infrastructures sportives, récréatives et communautaires ont une saveur genrée, sans grande surprise, et que les investissements majeurs vont aux infrastructures pour des sports majoritairement masculins. Tu sais, ça, c'est... Même en politique, on dit des fois, on a des grands espoirs pour la politique fédérale, provinciale, mais c'est au municipal là, qu'on peut vraiment voir des choses concrètes. C'est un peu la même chose en sport, là. Tout à fait. Tu sais, les arénas, par exemple, ils appartiennent habituellement aux municipalités. C'est un exemple. La municipale en gère beaucoup. Moi, mon rêve, c'est qu'on utilise la lorgnette féministe intersectionnelle à chaque fois qu'on prend des décisions. Pas juste dans le monde du sport, mais en général. Puis là, j'en entends peut-être à la maison qui se fait « Oh là, tu sais, c'est nécessaire. » Quand on travaille à l'inclusion, là, on se ramasse toujours avec des meilleures conditions pour tout le monde. Faut jamais l'oublier. Et trop souvent, on l'oublie. Puis en ce moment, je plug le lab où je travaille, Lab Pro-Femmes. On fait un gros projet de cartographie des inégalités genrées dans lequel on s'intéresse justement aux infrastructures. Par contre, c'est pas nécessairement dans le monde municipal. Si vous avez de l'argent à nous donner pour ça, n'hésitez pas. Mais c'est avec 4 fédérations qui ont accepté, je tiens à le dire, là, hockey, baseball, natation artistique et soccer. Donc, quand même, fait on charle souvent, on a parlé beaucoup de hockey, mais il y a aussi des gens à l'interne qui veulent faire changer les choses. Je les salue d'ailleurs. Allô, Camille. Puis on veut travailler là-dessus pour voir c'est quoi l'accessibilité physique, là, géographique, littéralement, à des infrastructures de qualité. À quelle distance? Tu sais, est-ce que ça arrive? Mettons que t'as 2 enfants, là, des jumeaux-jumelles, okay, qui veulent jouer au hockey puis qui ont envie d'être dans le non-mix. Ça se peut que le garçon, il parte puis il marche puis il s'en va à l'aréna. La fille, ça se peut que tu aies besoin de la faire 1 heure de route. Parce que l'infrastructure et la structure d'accueil... Il y a une disparité. Puis nous, on veut étudier ça parce que ça peut être un très gros frein à la pratique sportive. Puis je pense que ce commentaire-là l'illustre à merveille. On n'a pas le choix. Il faut. Puis ça demande du temps et des ressources de faire cette analyse-là. Mais à partir du moment où tu fais l'analyse, là, tu peux avoir des données probantes pour dire « Hey, ça fonctionne pas. » Ouais. Mais c'est ça, moi, ça fait presque 15-20 ans, là, ça me rajeunit pas, mais moi, quand j'ai brièvement joué au hockey féminin... Grosse carrière. Hockey Laval, les rebelles de Laval, je les salue. À l'époque, il y avait 2 équipes, parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions pour en faire plus que 2, fait qu'il y avait Midget 2A et Midget B. Je vous laisse deviner dans quelle équipe j'étais. Et on pratiquait sur une demi-glace. Une demi-glace de chaque équipe féminine sur une demi-glace. Pensez-vous que les ligues de garage de monsieur, même pas dans une ligue organisée, avaient des demi-glaces, eux autres? Bien sûr que non. Fait que, tu sais, puis on était l'équipe locale, mais on n'avait pas d'aréna locale. Fait que j'étais locale dans toutes les arénas de Laval. Ouais. Mais Laval, c'est gros, hein. L'aréna de Laval-Ouest était comme à 1 heure de chez nous. Fait que ça aussi, ça met des freins à... Tu sais, moi, mes parents, ils m'ont dit, après 1 an, nous, on peut pas keep up avec ça, ma grande. Fait que si t'as pas de permis de conduire, ben tu pourras pas jouer au hockey. Parce que, tu sais, c'est un peu comme un cercle vicieux, j'ai envie de dire. Tu sais, moi, je suis super contente que la victoire soit là, puis on sait que ça a boosté, puis ça va continuer à le faire, la participation des filles. Là, je nomme le hockey, on pourrait nommer d'autres sports, là. C'est comme les Olympiques aussi. On sait que quand il y a les Olympiques, ça amène des filles. Quand il y a des Olympiennes qui se démarquent, ça amène des filles à vouloir s'inscrire. Yes, on aime ça. Mais il faut être prêt à les accueillir avec des bonnes structures, parce que quand elles vont y aller, il va falloir que si leur expérience est de la boîte, est-ce qu'elles vont vouloir retourner? Peut-être pas, surtout si à toute la socialisation genrée, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis on parle régulièrement, ben, peut-être qu'elles ne reviendront pas, d'où l'importance d'avoir en place, puis commentaires excessivement pertinents. Et on est en plein, l'élection municipale, là, c'est le 2 novembre.
soyons exigeants envers nos politiciennes du monde municipal. Quand on va regarder leurs projets, quand on va voir sport et dans loisirs. l'élection, là. Fait qu'allez voir les programmes des différents partis, peu importe où vous êtes dans la province, regardez. C'est quelque chose dans les sports et infrastructures de loisirs et d'activités physiques? Puis la lorgnette féministe intersectionnelle est tellement importante ici parce que notre imaginaire sportif il a été tellement alimenté par le référent masculin. Nos images mentales automatiques quand on pense à certains sports, elles sont souvent masculines. Même quand on est une personne féministe, ça arrive, les amis. Mais donc, de réaliser qu'on peut prendre certaines décisions avec des biais, c'est tellement important. Puis c'est pas un aveu de défaite, c'est un point de départ pour faire mieux, tu sais. Puis au niveau municipal, il y a tellement de choses, des petites actions qui peuvent être faites, encore une fois, au niveau de l'image, puis des discours qui sont utilisés, tu sais. Très concrètement, tu sais, comment est-ce qu'on publicise les activités dans notre service de sport et loisirs? Quelles sont littéralement les photos de sport qui sont illustrées? Qui sont les participantes dans ces photos-là? De quel sport est-il question? Est-ce que c'est un sport à majorité féminine ou masculine? Comment est-ce qu'on le représente? Comment est-ce qu'on illustre notre offre? Mais ça peut justement être un outil de représentation et d'inclusion immense, de combattre certains stéréotypes de genre à ce niveau-là. Et la même chose au niveau des mots qu'on utilise. Est-ce que nos communications, nos formulaires d'inscription sont féminisés, sont épicènes? Est-ce que quand je te dis « viens t'inscrire à ma ligue de hockey municipale féminine, mon formulaire est tout écrit au masculin? » Ça peut paraître comme un détail, mais c'est fondamental pour se sentir inclus. Dans le cadre de projet de recherche, on faisait une recension des programmes municipaux dans 2 régions administratives. Puis, une des choses puis on voulait savoir si les programmes étaient destinés aux garçons ou aux filles ou si c'était des programmes mixtes. Très difficile d'avoir l'information. Pas clair. Pas clair. Est-ce que je vais me retrouver dans un contexte mixte ou pas? Est-ce que c'est... t'as pas l'information. Ça peut bloquer certaines personnes, dont des filles, s'ils savent pas à l'avance dans quoi je m'embarque, moi, là. Un peu comme toi, Emna, quand t'as dans longue carrière de hockey. Dans quoi tu t'embarques? Moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une carte de hockey de toi. Oui. Ma carte recrue serait aussi ma carte de retraite. Statistique. Bon, on a ici aussi un commentaire que je trouve très intéressant. Une question, en fait. Quelqu'un qui nous dit, le premier barreau de l'échelle du changement, ce serait quoi pour monsieur et madame tout le monde? Mais je trouve quand même que c'est intéressant pour les hommes qui veulent être des alliés, bien sûr, pour l'avancement du sport féminin. Ça serait quoi tu sais, comment est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser comment qu'on peut s'impliquer pour faire partie du changement? On en a parlé un peu, regarder les plateformes électorales municipales, c'est déjà un bon point, mais comment contribuer là, comme personne qui n'évolue pas peut-être nécessairement dans le milieu sportif? C'est qui quand même. Tellement de choses à dire. Il y a vraiment, tu sais, vraiment, là, il y a... je vais nommer 2 affaires, OK? Puis je pourrais en nommer, là, on pourrait repasser une autre heure là-dessus, là, facile. Une des premières choses, c'est de l'introspection. Parce qu'on a tous nos biais. Tu l'as dit tantôt, tout le monde en a, là. Moi aussi, tout le monde à la maison, on a nos biais sur différents sujets. Si on veut être un homme allié en sport, il faut se questionner sur ses propres biais. Parce que, par rapport à ça. L'autre affaire aussi, c'est de ne pas se sentir attaqué à chaque fois qu'on parle de questions de sport féminin. On n'est pas, ou qu'on parle de privilèges, on n'est pas en train d'attaquer un individu. On l'a dit plusieurs fois. Le système. On parle du système. On est tous c'est aussi de reconnaître que ce une système-là, histoire, une tradition qui exact, a été en majorité masculine et blanche. Puis là, on essaie de la transformer. Exact. C'est pas bien ou mal, c'est juste, c'est de même. Puis là, on tend vers autre chose. Fait que là, j'avais dit 2, mais mettons que ça va être la même affaire. Là, ça rentre dans un point. Deuxième chose, souvent, parce qu'on a fait un projet de recherche sur les hommes alliés en sport. Là, fait qu'il y a un article scientifique, d'ailleurs, qui est paru là-dessus en français. Je sais jamais. Mais une des choses qui apparaissait très clairement, c'est que les femmes ont les solutions en main la plupart du temps. Elles savent ce qu'elles désirent. Si dans ton organisation, là, si tu leur demandes, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il n'y a pas de solution ultime. Il n'y a pas comme... de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Pour performer. Ouais.
ça... Puis Elles non seulement... ont des réponses. Elles ont des réponses, ça, c'est assez hot, là, elles ont des réponses. Parce que souvent, elles connaissent bien leur milieu. Fait qu'elles connaissent leurs besoins. Et ce qui est le fun, en plus, c'est qu'une fois que tu l'as entendu, fais pas rien que l'entendre, écoute. Puis agis. C'est ça aussi, là. C'est souvent ça, puis... Ça peut être dans des tout petits... Vas-y. La dernière affaire, j'avais dit... Non, mais... ça n'a pas d'allure. J'adore. T'es rendu à 7. Si t'es un homme allié, tu veux être un allié, agis auprès des autres hommes. Par exemple, si vous entendez une remarque sexiste, puis ça veut pas dire que la personne, là, c'est un gros macho fini, là. Tu sais, quelque chose qui passe. Parce que ça aussi, ça pèse sur les femmes qui font l'activité physique, du plein air, du exact. sport. Souvent, tu sais, je me souviens dans l'étude, quand on parlait à certaines femmes qui disaient, j'ai l'impression que c'est toujours moi le chien de garde. Soyez aussi le chien de garde. Donc, dis, hey, Steve, je m'excuse au Steve, là, j'ai pris un nom vraiment stéréotypé en plus. Tu sais, tantôt, quand tu dis, ouais, les boys, mais que dans le fond, il y a 3 femmes dans l'équipe. Ça, c'est du sexisme soft, là. C'est même pas, là, on parle pas d'insultes. Fais attention, tu sais, les filles sont peut-être pas incluses. Dis gang, groupe. Ah ouais, OK. Soyez des alliés aussi, comme donc, pas seulement silencieux. Ça veut pas dire de parler à la place des femmes, mais ça veut dire d'aller sensibiliser les autres hommes de votre organisation, tu sais, à dire, ben là, ça se dit pas. Puis à agir si vraiment il y a des choses aussi qui se font pas, là, littéralement, ben là, agissez, là, c'est le temps, là. C'est aussi de sauter dans des questions plus profondes qui sont organisationnelles. Souvent, c'est de se demander, ben moi, est-ce que dans mon équipe, est-ce que sur mon conseil d'administration, est-ce que il y a une diversité de points de vue? T'sais, peu importe le point de vue, mais on s'entend, s'il y a plus qu'un profil qui prend des décisions, mais ces décisions-là, elles risquent d'avoir moins de billets. T'sais, on va couvrir plus de terrain si on est des têtes différentes. Donc, de se questionner sur la composition de son CA, sur l'équipe en place, de ne pas faire reposer la charge de l'inclusion et la diversité sur une seule personne dans l'organisation qui devient ce chien de garde-là. C'est un poids immense et c'est tellement ingrat. Et c'est ce qu'on appellerait de la diversité de façade. Absolument. Parce que c'est pas ça, de la diversité. Puis si, là, vous avez des femmes sur votre conseil d'administration, mettons qu'elles sont minoritaires, écoutez-les de temps en temps. C'est un très bon conseil. On a quelqu'un qui nous écoute en live. On la salue, cette personne qui nous émet une critique, pas une critique, mais même pas. Mais moi, je la prends comme une critique constructive. Vas-y. La personne nous dit, tu sais, vous avez beaucoup parlé dans cette excellente discussion, merci, de sport. Mais étant venue, moi, pour en savoir plus sur le monde du plein air, où est-ce qu'il n'y a pas d'équipe pro, il n'y a pas de ligue, évidemment. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de contenu là, qui se concentre sur le plein air? Oui. Écoute... On repart pour une autre heure. Oui, définitivement. Premièrement, je trouve que... Mais en fait, j'ai envie de vous parler d'un souvenir. Okay? Sentez-vous, ça sent la boule à mythe. Je sors ça des archives. Mais ça parle de plein air. Là. Il y a très peu de place qui est laissée au plein air en général dans les médias. C'est vraiment... Mais ça ne fut pas toujours ainsi. Et j'aimerais vous parler de quelque chose qui existait, qui misait beaucoup sur le plein air, qui s'appelait le sport sans limite. Oui. Qui était animé par Claudine Douville. À Radio-Canada, à RDS? Non, à RDS. RDS. Dans les, tu sais, moi, je suis née en 87, là, fait que j'adorais ça. C'était une émission où Claudine Douville allait faire plein d'affaires liées surtout au plein air. Elle a testé toutes sortes d'activités. Il faudrait lui demander un jour combien d'activités t'as testé, Claudine. Tu sais, une semaine, elle allait monter quelque chose là, bien haut. Après ça, elle allait faire du chien de traîneau. Puis après ça, c'était incroyable. On voyait une femme en action dans le monde du plein air. Elle n'allait pas jouer au hockey, là, Claudine, là, peut-être au para-hockey, par exemple, hockey luge. Fait qu'elle essayait plein d'affaires, mais beaucoup, beaucoup liées au monde du plein air. Donc, ça s'appelait le sport sans limite, là, mais on s'entend que le sport... Je sais pas si ce format-là pognerait aujourd'hui, mais je pense que quelque chose du genre pognerait. Et puis ce qui est fou, c'est que le monde du plein air est un monde où il y a plus de femmes quand même que dans bien d'autres. Je pense que je voyais des stats qui parlaient de pour ce qui touchait la randonnée pédestre, il y a plus de femmes que d'hommes qui s'y adonnent. Mais on en parle peu. La course en trail. Tu sais, fait que ça mériterait définitivement. Puis tu sais, c'est fun qu'il y ait une chronique chasse et pêche. Je pourrais aussi en avoir une sur plein air plus souvent. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. L'escalade. Ah oui, puis le monde de l'escalade.
l'escalade, il y a le bloc, il y a l'escalade, il y a des... Tu sais, j'ai parlé des chefs de montagne tantôt, mais il y a d'autres groupes que je connais aussi, des groupes de femmes un peu partout au Québec, là, qui apprennent à faire de l'escalade entre elles. C'est beau, j'ai vu des photos, je capotais. C'est ça, parce que regarder les médias mainstream, c'est comme si les femmes faisaient pas de sport, faisaient pas d'activité physique, faisaient pas de plein air. Je trouve que ça nous permet de faire du pouce sur ce que tu as dit plus tôt. Tu dis, ben, peut-être donner des activités qui plaisent à des groupes qui, en ce moment, se sentent pas visés ou ont l'impression. Puis, ben, ça en est ça aussi, là. Puis il faut en parler. Puis c'est vrai que on n'a pas beaucoup parlé de plein air. C'est un peu le parent pauvre, mais ça mérite définitivement d'en parler. Puis ça mérite plus de représentation médiatique. Mais puis c'est le fait que les femmes sortent des sports plus traditionnels ou des sports plus mainstream, justement pour le nouveau livre sur lequel je travaille, je lisais beaucoup d'études sur en France, qu'est-ce qui se passe, tu sais, par rapport justement aux inscriptions des femmes dans les réseaux municipaux, justement, puis dans le sport en général. Puis ils observent effectivement je sais pas comment dire, j'ai réutilisé le mot, exode des structures conventionnelles, donc du sport organisé de la part des femmes vers, justement, le sport plein air, activité physique, donc aussi des activités libres, là, genre le jogging, tu sais, mais de manière, tu sais, exponentielle. C'est immense, les chiffres. Puis je trouve ça très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire, des structures? Ça veut donc dire qu'elles ne se sentent peut-être pas bien et peut-être qu'il y a comme un problème d'adéquation entre les besoins de cette clientèle-là et les structures et la rigidité ou les priorités de cette structure-là actuellement qui font en sorte que les femmes, ben, ils sont genre, ben, moi, ton aréna, j'en ai rien à foutre parce que toi, t'en as rien à foutre de moi, fait que je vais aller courir en montagne. Exactement. Puis peut-être une dernière, là, parce qu'on est sur une belle lancée. Ici, c'est une question de Jean-Pierre. On salue Jean-Pierre qui nous écoute. Il dit « Bonjour, merci beaucoup pour votre discussion et vos points super pertinents. Je pense que les espaces en non-mixité choisis sont une nécessité afin de laisser une place aux personnes qui souhaitent se développer dans un environnement sécuritaire. Mais qu'est-ce que vous pensez de la place du sport mixte dans le futur? Tu sais, des ligues de garage mixtes en soccer, des doubles mixtes au tennis, courir le matin avec un club à 6 heures du matin, c'est le fun, même en mixité. Oui. C'est drôle parce qu'on a fait un gros projet de recherche. C'est incroyable! Tout! Non, pas surtout, mais un gros projet de mixité parce que ça soulève beaucoup de questions, tu sais. Là, je vais peut-être décevoir Jean-Pierre. Je m'excuse. En fait, là, tantôt, j'ai parlé de zone de gris. Fait que la mixité ou la non-mixité, c'est ni bon ni mauvais. Il n'y en a aucun des deux qui est intrinsèquement bon ou mauvais. Ouais. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'environnements mixtes où il n'y a pas vraiment de réflexion en amont pour s'assurer que la mixité se passe bien. Et c'est là, quand ça se passe, il y en a que ça se passe, j'ai entendu des histoires super belles, là, la mixité, c'était super le fun. Et d'autres où ça a été catastrophique. Une des choses, souvent, ça repose beaucoup sur les stéréotypes de genre, malheureusement. Donc, dans certains sports, loisirs, plein air, ben, on va assumer systématiquement que les filles vont être moins bonnes que les garçons. Ou femmes et hommes, là, ça peut être à l'âge adulte également. Et quand il n'y a personne, des hommes alliés entre autres, pour venir dire « Hey, attends, là, tu peux pas faire ça », ben c'est souvent... les filles vont quitter la plupart du temps. Une des choses le plus difficile en mixité, c'est pour tantôt, tu avais parlé des nouvelles personnes, les personnes qui s'initient à un sport. Quand les filles arrivent dans un milieu, et puis elles ont déjà de l'expérience, puis arrivent dans un milieu mixte, il y a des défis, mais ça se peut que ça se passe quand même bien. Mais quand tu arrives, puis tu t'inities, puis tout le monde sait jouer, puis toi, en plus, tu arrives avec une fille, donc avec tous les stéréotypes de gens qui peuvent venir, ça peut être excessivement difficile. C'est aussi ta socialisation qui fait que tu as peut-être aussi moins été exposé. Ah oui, définitivement, c'est souvent pour cette raison-là que ça arrive plus tard dans la vie, là, ou parce que tu as envie de faire un nouveau sport, ou peu importe. Dans les milieux en non-mixité choisie, c'est souvent plus facile parce que les filles sont plus soft avec les autres filles. Ça veut pas dire que toutes les filles sont fines, là. C'est pas que c'est 100%, mais c'est plus facile de s'initier dans ces milieux-là où on va donner plus de chance. On va donner... Tu sais, regarde, je vais t'expliquer comment ça marche, puis tout ça. Fait que, ouais. Mais une des choses que vous pouvez faire, Jean-Pierre, j'ai envie de te donner quand même un exemple concret de quelque chose de super cool pour
La mixité. La mixité. Quand t'arrives, tu dis, OK, là, j'ai du monde qui sont pas tous sur le même niveau. Qu'est-ce que je fais, là, avec ça? Moi, j'ai envie que les filles restent. J'ai envie que tout le monde ait du fun. Puis c'est arrivé dans un cégep. C'est une initiative dans un cégep que j'ai trouvé fabuleuse. Ce qu'ils font, aux autres, au début, ils séparent le groupe en deux, mais pas basé sur le genre. C'est basé sur l'expérience. Oh. Fait que les premières semaines, là, les vétérans et vétéranes sont ensemble, les nouvelles sont ensemble. Souvent, il y a plus de nouvelles, mais on parle pas, on ne genre pas ça, on dit, garde, on va s'assurer que vous ayez un niveau avant de vous envoyer. Les autres, à ce temps-là, ils perdent pas patience, ils sont comme, mon Dieu, elle poche la nouvelle. Mm-hmm. Et quand tout le monde est rendu à un niveau qui est quand même capable de jouer ensemble, là, on regroupe les gens ensemble. Incroyable. Donc, on n'a pas genré, donc on s'en va pas rajouter une couche de stéréotypes de genre. Et en même temps, on a permis d'apprendre dans un environnement qui est peut-être plus favorable à ça. Très bienveillant aussi. C'est beaucoup de bienveillance. Puis finalement, le taux de rétention, il est meilleur. Se traduit, oui. Je pense aussi que la mixité par rapport à l'âge, ça peut être intéressant aussi de l'aborder au sens où, tu sais, est-ce que c'est vrai qu'un enfant de 4 ans doit être dans un niveau compétitif non mixte, tu sais, 4 fois par semaine, tu sais, posons-nous des questions aussi. Est-ce que justement, d'exposer des enfants avant la puberté à des équipes mixtes où elles et ils peuvent apprendre à jouer ensemble, mais aussi à valoriser les différents niveaux, les différentes qualités, les différentes... apprendre à justement respecter les aptitudes sportives de tes amis. La mixité peut aussi se refléter dans les entraîneurs-entraîneuses aussi, tu sais, de pouvoir grandir en ayant un coach femme, un ou une coach femme-homme, peu importe, mais d'avoir des modèles variés, ça fait aussi que ton rapport au leadership en sport est influencé positivement aussi, où tu vas pas d'emblée dire les filles sont poches, puis les coachs femmes sont pas capables de coacher des hommes, parce qu'en grandissant, tu auras eu des modèles justement positifs et inspirants qui normalisent complètement aussi les aptitudes des garçons et des filles en sport. Tu sais, c'est encore une fois, on le dit et on le redit, mais tu sais, c'est cette idée d'aller jouer sur le stéréotype où c'est pas tous les garçons qui sont meilleurs que toutes les filles, il y a certaines filles qui sont meilleures que certains garçons, et ça s'apprend. Oui, tout à fait. Puis, je peux finir, une des grosses conclusions qu'on avait dans le rapport de recherche, puis qui était très clair, là, c'est que dans un monde idéal, là, on peut choisir si on préfère être en mixité ou en non-mixité, et on a toujours des moments en mixité et en non-mixité. Donc, si tout le monde a l'opportunité, puis des fois, ça peut être un qui prend plus de place que l'autre, c'est super. Mais d'avoir de ces moments-là afin, justement, d'apprendre de tout le monde. De s'ouvrir un petit peu, tout à fait. Hey, mon Dieu, le temps file, là. On aurait fait 3 autres heures de même. Mais là, en conclusion, et je vous demanderai d'être concise, même si je sais que c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire, pour assurer une représentation des filles et des femmes. Fait que finalement, les leviers d'influence, oui, ça peut être les médias, mais pas que. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne, là, de manière concise? Moi, j'ai envie de dire que chacune, on peut jouer un rôle en se tenant informé sur le sport féminin, sur les enjeux d'inclusion dans le sport féminin, et que à notre portée, il y a des choix critiques et des choix conscients qu'on peut faire pour participer à un milieu du sport qui serait plus égalitaire. Très bien dit. Toi, Lou? Soyons exigeants. C'est bien! C'est la base. C'est la base de tout. Hey, merci. C'est déjà ce qui termine cette fabuleuse discussion en direct. J'ai quelques remerciements à faire avant de vous laisser partir. Merci à vous deux, Lou Saint-Pierre, Florence Agathe Dubé-Moreau. On suit ton essai qui va sortir bientôt. En tout cas, on l'espère. On peut lire ton premier essai aussi, hors jeu, avec beaucoup d'attention. Lou, on peut lire les 114 projets de recherche du Lab, parce qu'ils répondront à toutes les questions que nous aurons, n'est-ce pas? Merci à l'auditoire pour vos questions. Merci d'avoir participé en si grand nombre. On vous invite bien sûr à poursuivre la discussion, à continuer de vous éduquer collectivement, à vous intéresser à ça. Quelques ressources à garder en tête. Les recherches du laboratoire Profem, bien sûr, les livres de Florence, quelques excellents balados, Farouche et les ficelles que j'ai le plaisir de co-animer. Le balado L'état du jeu aussi,
aussi très, très bon. Et bien sûr, la Lancée. Hein, suivez les activités de la Lancée. Restez informés. Allez vous abonner à l'infolettre tant qu'à y être au lalancée.org. Pensez-vous qu'on a assez parlé du patriarcat? On aurait besoin d'une troisième rencontre. On pourrait en faire quelques-unes. En fait, moi, je pense qu'abattre le patriarcat, c'est un peu comme les shredded wheats. On n'en a jamais assez. Et sur ce, on se quitte. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée.